Bienvenue dans la chambre des physiciens. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu triste. En effet, nous allons parler de la mort des étoiles. Et pour nous parler de ça, qui de mieux que monsieur Louis-Pierre Seyss, chercheur actuellement au LPC, le laboratoire de physique de Clermont. Voilà, donc je suis maître de conférence à l'EPI, au département de physique. Je fais ma recherche au LPCA, qui veut dire le laboratoire de physique de Clermont-Auvergne, antérieurement appelé LPC, qui voulait dire laboratoire de physique de Clermont, antérieurement appelé LPC, qui voulait dire laboratoire de physique corpusculaire. Donc, comme son nom l'indique, c'est un laboratoire dont le centre d'intérêt est porté sur les particules. Et à ce titre-là, j'ai longtemps travaillé sur une manip au CERN, près de Genève, sur le grand accélérateur souterrain de 27 km de circonférence qui s'appelle le LHC, et sur un détecteur qui s'appelle Atlas. Et on peut dire, grosso modo, que l'échelle des distances dans cette physique-là, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres, c'est-à-dire 1/1000 de milliardième de mètre ou 1/1000 de milliardième de millimètre. Très petit du coup. Et puis, dans la vie, de temps en temps, on change de thématique. Et je suis donc passé à une autre thématique et je ne pouvais pas faire un plus grand saut quantitatif puisque je me suis intéressé à l'astrophysique et à la cosmologie où les échelles sont de l'ordre de 10 puissance 26 mètres, c'est-à-dire des milliards de kilomètres. On a peut-être fait le tour, à moins que vous ayez autre chose qui vienne à l'esprit. Et donc du coup aujourd'hui, on a dit qu'on allait aborder la fin de la vie des étoiles. Et donc la première question qui se pose, c'est déjà, est-ce qu'on peut rappeler à tout le monde ce que c'est qu'une étoile ? Il y a deux définitions d'étoiles en fait. Surtout chez les anglophones qui n'ont que le mot star pour dire indifféremment étoile et astre. Nous avons une langue un peu plus nuancée. Alors, une étoile, la définition de base, c'est quelque chose qui brille dans le ciel et qui brille par sa propre lumière, qui émet sa propre lumière. Et la définition scientifique, c'est une masse constituée principalement d'hydrogène et d'hélium qui est suffisamment grosse, suffisamment comprimée et suffisamment chaude dans son centre pour que des réactions de fusion s'amorcent et produisent de l'énergie, laquelle énergie rayonne et fait briller l'étoile et a l'autre propriété d'empêcher celle-ci de s'effondrer sous son propre poids. Donc on parle de la fameuse réaction de fusion qu'on voit en ce moment dans les nouvelles centrales américaines qui essayent de reproduire le phénomène pour donner de l'énergie, c'est ça ? Il s'agit souvent de start-up ou de structures mixtes et ils aiment bien faire de la publicité. Moi, j'aurais plus confiance à ce qui se passe dans le sud de la France, à Cadarache, où on a un gigantesque tomahawk qui progresse petit à petit dans cette voie. Oui, c'est ce qu'on appelle le projet ITER, donc. Voilà. Très bien. Alors, juste avant, nous avions parlé des étoiles. Qu'est-ce qu'une étoile ? Et en se renseignant sur ce podcast, on a pu découvrir que les étoiles avaient un cycle de vie, mais c'est quelque chose qui est peut-être pas forcément évident. Est-ce que vous pourriez nous parler du cycle de vie des étoiles ? Alors, c'est simple. La fusion de l'hydrogène produit beaucoup d'énergie et de l'hélium. La fusion de l'hélium produit moins d'énergie et du carbone et de l'oxygène. La fusion du carbone et de l'oxygène produit encore moins d'énergie jusqu'au fer où il n'y a plus du tout d'énergie qui est produite. Et donc on voit que cette énergie qui, je le rappelle, est indispensable à l'équilibre de l'étoile entre son propre poids et son rayonnement, donc on voit que tôt ou tard cet équilibre peut être rompu et il est rompu dans des circonstances un peu différentes suivant en fait la masse de l'étoile. Un peu, on pourrait imaginer une noix vide qui s'effondrerait sur elle-même donc. Une sorte de noix, une coque vide qui s'effondrerait sur elle-même dans ce cas-là. Oui, c'est ça. La gravitation finit toujours pas gagner parce que elle diminue avec la distance, mais elle est quand même de portée infinie et elle est toujours attractive. Et donc du coup, on a vu le cycle des étoiles, le fait qu'elles naissent, qu'elles meurent du coup.
Mais il y a différents scénarios à la mort de ces étoiles. On pense souvent aux géantes rouges, ce que va devenir notre Soleil normalement. Mais quels sont les différents scénarios de la mort d'une étoile? Qu'est-ce que devient une étoile après sa mort finalement? En fait, ça dépend de sa masse initiale. Ce qui conditionne aussi d'ailleurs sa durée de vie, soit dit en passant. Et paradoxalement, les plus grosses sont celles qui vivent le moins longtemps. Parce que les plus grosses ont une pression et une température plus élevées à leur centre et les réactions de fusion sont plus intenses et plus rapides. On parle du coup de réaction de fusion. Il serait bien de faire peut-être un petit focus dessus, rapidement. Une réaction de fusion, du coup, on parle de fission quand on envoie une petite particule sur un atome pour le faire exploser. On parle de fusion, du coup, quand on prend deux noyaux et qu'on les fait fusionner ensemble pour en faire un plus gros. Comme par exemple avec des molécules faibles comme des hydrogènes en masse. Pour en faire des plus grosses comme de l'oxygène ou du carbone ou autre, c'est ça? Alors, le noyau de l'atome de fer est le plus stable. Par conséquent, vous pouvez obtenir de l'énergie ou bien en brisant des atomes plus lourds pour aller en direction du fer, si je puis dire, ou bien en agglomérant, en fusionnant des noyaux d'atomes plus légers, et à ce moment-là, on a la fusion. Mais du coup, je rebondis sur ça justement. Donc on a parlé du fait que l'élément le plus stable c'était le fer, pourtant il y a d'autres éléments plus lourds. Est-ce qu'on pourrait savoir comment ils sont produits justement? Alors ça, c'est très récent dans la science. Il y a encore quelques années, il existait une classification périodique avec des couleurs qui indiquaient l'origine des éléments. Elle était totalement différente de celle qu'on voit maintenant. Je crois que c'est en 2017 qu'on a pu observer pratiquement en direct la collision de deux étoiles à neutrons. Et on s'est rendu compte que un tel événement vraiment cataclysmique, qualifié de kilonova ou d'hypernova, on s'est rendu compte qu'un tel événement projetait des gros paquets de neutrons partout. Ensuite, le neutron se désintègre en protons, enfin se transforme en protons, on peut dire. Et c'est donc la voie royale, la voie la plus massivement empruntée par l'univers pour synthétiser les éléments lourds. D'ailleurs, quand on regarde les abondances des éléments, on voit qu'il y a une rupture, il y a avant le fer et après le fer. Il y a facilement un facteur 10 ou même 100 entre l'abondance des éléments qui sont plus légers que le fer et les éléments qui sont plus lourds. Donc plus d'éléments qui sont plus légers que le fer et une plus petite quantité d'éléments plus lourds que le fer. Bah oui, tout le monde sait que l'or c'est rare, par exemple. Et donc on parlait du fin de vie des étoiles, des différents scénarios de cette fin de vie. Donc on a l'étoile à neutrons, dont on parlait tout à l'heure, on a la naine blanche, le trou noir, qui sont les devenirs d'une étoile après sa supernova. Mais on connaît d'autres formes d'astres qui ressemblent à des étoiles. On a les naines brunes, naines jaunes, les supergéantes bleues. Ces couleurs, elles représentent quoi pour une étoile? L'étoile, ou l'astre en général, doit évacuer une certaine quantité d'énergie. Et il l'évacue par sa surface. Alors, cette énergie, elle peut venir de la fusion qu'il y a au cœur de l'étoile, elle peut venir du rayonnement comme une planète que l'astre reçoit, etc., etc. Bon, quoi qu'il en soit, l'énergie doit être rayonnée, et elle est rayonnée par la surface. Et si vous avez une petite surface, il faut une température plus élevée pour pouvoir rayonner la même quantité d'énergie, etc., etc. Donc ensuite, les couleurs des astres sont un subtil compromis entre l'énergie, la quantité d'énergie qu'il faut évacuer et la surface disponible pour évacuer cette énergie. Et c'est pour ça qu'on a toute la gamme que vous avez citée. Une géante rouge, par exemple, elle a une surface beaucoup plus grande qu'une étoile normale. Donc elle émettra des longueurs d'onde plus grandes, de l'énergie, de la lumière un peu moins énergétique, si je puis dire. D'où le fait qu'elle sera une géante rouge par rapport à une étoile normale qui serait jaune ou blanche, comme le Soleil. Avant de laisser les Yann poursuivre sur les questions, on précise que la longueur d'onde, du coup, vous avez évoqué, c'est donc une mesure physique qui permet à la lumière d'avoir des couleurs. On pourrait appeler ça comme ça. On connaît souvent quelques longueurs d'onde très connues, les infrarouges, les micro-ondes,
les ultraviolets qui sont du coup des couleurs particulières qui ne sont pas dans le champ de vision humain, mais des longueurs d'onde on en connaît d'autres, le bleu, le vert, le jaune, le rouge, les couleurs que finalement l'humain peut voir. Très bien. Alors, après avoir évoqué ça, est-ce qu'on pourrait justement revenir sur les naines blanches et savoir dans quel contexte elles apparaissent et aussi quel comportement ces étoiles ont? Alors, les naines blanches, croyez-moi, je vous le dis en toute impartialité, ce sont des astres merveilleux, absolument merveilleux. Alors, comment elles apparaissent? Ce sont, en somme, les cœurs d'étoiles qui sont arrivées au bout de leur combustible nucléaire, qui n'ont plus d'éléments propres à la fission pour produire de l'énergie. Donc, il se passe de la fission un petit peu périphérique, l'étoile gonfle, passe par les stades de géante, les couches sont expulsées, on passe ensuite par ce qu'on appelle les nébuleuses planétaires, qui ne sont pas du tout planétaires, mais qui ont un disque de diamètre apparent non négligeable, ce qui les fait ressembler à des planètes. Bref, au bout d'un moment, on se retrouve avec donc un cœur, le cœur de l'étoile qui contient donc les résultats de la fusion de l'hydrogène et éventuellement de l'hélium si l'étoile est massive. Alors, comme les étoiles les plus grosses sont celles qui ont la durée de vie la plus courte, et que l'univers n'est pas si vieux que ça, somme toute, puisque on dit traditionnellement que la durée de vie du Soleil, tout compris, c'est de l'ordre de 10 milliards d'années. Or, l'univers a 13 et quelques milliards d'années, donc on voit qu'il y a beaucoup d'étoiles comme le Soleil qui ne sont pas nées tout de suite, qui sont encore dans leur phase principale. Mais les grosses étoiles, elles, qui durent quelques centaines de millions d'années, elles ont déjà accompli ce comportement, et elles sont donc dans un état où il reste le cœur avec les produits de fusion. Comme les étoiles en question, elles sont assez massives, elles ne se sont pas arrêtées à la fusion de l'hydrogène en hélium, mais ont aussi été jusqu'à fusionner grâce à une résonance dite de Hoyle, qui est une espèce de petit miracle du cosmos. Il se trouve qu'on a des niveaux d'énergie très voisins qui permettent de sauter une espèce de trou d'énergie entre l'hélium et le carbone et l'oxygène. Nous avons donc des noyaux d'atomes de carbone avec 6 protons et 6 neutrons, et des noyaux d'atomes d'oxygène avec 8 protons et 8 neutrons, qui sont donc dans des conditions où ils ne peuvent pas, eux, entrer en fusion, puisque 6 protons ou 8 protons, ça fait une répulsion électrique très, très intense, et la masse des étoiles considérées n'est pas suffisante pour comprimer et chauffer cette matière au point d'obtenir des fusions ultérieures. Alors, le miracle de la naine blanche, c'est comment elle tient en équilibre gravitationnel, pour le dire plus simplement, comment elle fait pour ne pas s'effondrer sous son propre poids, puisqu'il n'y a plus de fusion. Et là, on retourne vers les très petites dimensions, puisque l'explication est quantique. Ouais, donc on a quelque chose de la taille d'une planète qui fonctionne de façon similaire à quelque chose qui a une dimension tellement petite qu'elle n'a aucun sens pour l'humain. Voilà, c'est ça. De la façon dont elle est. La mécanique quantique, elle a été inventée pour décrire les atomes, c'est-à-dire les milliardièmes de mètres. D'ailleurs, on peut faire un petit point. Les atomes, on a évoqué les protons, les neutrons, les électrons aussi. Pour faire court, la matière est constituée d'atomes. Ces atomes se mettent ensemble pour faire des molécules qui après font la matière qu'on connaît. Et les atomes sont constitués d'un noyau comportant protons et neutrons, et autour gravitent des électrons. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le neutron porte bien son nom, il est neutre. Le proton, comme le P, est positif, et l'électron est de charge négative. Et de là, du coup, la naine blanche, qui du coup a un fonctionnement quantique, donc à l'échelle de choses encore plus petites que les particules qu'on vient de citer, alors qu'elle a pourtant une taille dite planétaire, en tout cas d'un astre assez volumineux quand même. Effectivement, dans la diffusion des sciences, on dit souvent que les phénomènes quantiques qui se manifestent à grande échelle, c'est la supraconductivité ou la superfluidité.
donc à l'échelle du mètre ou du kilomètre dans le cas des aimants supraconducteurs du CERN dont je parlais tout à l'heure. Mais là, effectivement, on se retrouve avec un système quantique qui fait de l'ordre de 10 000 km. Alors, un principe fondamental de la mécanique quantique, c'est que, comme on dit scientifiquement, ce n'est pas commutatif, elle n'est pas commutative. C'est-à-dire quand vous faites A multiplié par B, vous ne trouvez pas le même résultat que quand vous faites B multiplié par A. Et cette non-commutativité entraîne le fait qu'il y a des variables qu'on ne peut pas connaître simultanément avec une précision absolue. C'est comme si, par exemple, pour reprendre des termes plus communs, on essayait de mesurer la température et l'humidité d'une pièce, on ne pourrait pas connaître les deux en même temps. Oui. Et d'une précision parfaite. Ça donne donc lieu à un principe fondamental de la physique ultra-microscopique qui s'appelle le principe d'incertitude ou le principe de Heisenberg, du nom de Werner Heisenberg qui l'a formulé. Alors donc, les paires de variables qu'on ne peut pas connaître simultanément, c'est la position et la vitesse, la quantité de mouvement pour être précis, mais enfin la quantité de mouvement, on va dire que c'est la vitesse, et l'énergie et le temps. Soit dit en passant, on peut considérer que c'est une matérialisation de notre libre arbitre, puisque quand on ne connaît pas précisément la position et la vitesse d'une particule, on ne peut pas connaître, on ne peut pas calculer son devenir. Il y a un horizon de prédictabilité. Et donc voilà, nous sommes libres, nous avons notre libre arbitre, nous sommes libres, notre destin n'est pas écrit à l'avance. On le sait parce qu'il y a le principe de la certitude de la mécanique quantique. Bref, quand vous comprimez la matière, les électrons se retrouvent avec de moins en moins d'espace. Autrement dit, on peut considérer que chaque électron est dans une espèce de petite cage et que donc sa position est de mieux en mieux définie, puisque la cage est de plus en plus petite. Qu'est-ce que nous dit le principe de la certitude ? Si la position est mieux connue, la vitesse doit être moins bien connue. Alors, la vitesse moyenne, elle est connue, la cage est immobile, c'est 0. Ça veut dire que cette vitesse moyenne de 0, elle est entachée d'une incertitude. Autrement dit, vous avez votre électron qui s'agite dans tous les sens à l'intérieur de sa petite cage. Et cette agitation, elle produit comme un tambourinement qui est ce qu'on appelle la pression. Alors là, il s'agit de la pression de Fermi, du nom du physicien qui a établi la statistique de ces particules-là. Et cette pression, qui donc n'a pas besoin d'énergie, qui vient du principe fondamental de la mécanique quantique, cette pression, quand la matière est suffisamment comprimée, suffit à équilibrer la gravité et à faire en sorte que l'étoile, la naine blanche en l'occurrence, soit en équilibre sans dépenser aucune énergie. Vous allez me dire pourquoi elle est blanche si elle ne produit pas d'énergie. Elle est blanche parce qu'elle a de la chaleur résiduelle de son état antérieur. Mais en fait, elle ne produit pas d'énergie par elle-même et elle va rester éternellement, quitte d'ailleurs à ce qu'on ne la voit plus, qu'elle finisse par s'éteindre, elle va rester éternellement en équilibre. Alors, ce qui est curieux dans les naines blanches, qui fonctionnent donc suivant ce principe, c'est que contrairement à tous les autres astres, elles sont d'autant plus petites que leur masse est importante. Parce qu'évidemment, quand la masse est importante, la pression de gravitation est importante, et il faut donc que les électrons soient plus confinés pour s'agiter davantage, conformément au principe d'incertitude, et créer la pression qui s'oppose à l'effondrement. Sinon, quand on réfléchit, Jupiter, qui est 300 fois plus lourde que la Terre, en gros, et 10 fois plus grande en diamètre. Pour les étoiles, c'est pareil. Plus elles sont massives, plus elles sont grandes. Mais les naines blanches, plus elles sont massives, moins elles sont grandes. Par exemple, vous avez Procyon B qui fait 0,6 masse solaire et qui fait 17 000 km de diamètre. Et Sirius B
qui fait une masse solaire et qui fait 10 000 km de diamètre. Masse solaire, du coup, comme son nom l'indique, c'est un pourcentage de la masse du Soleil. Quand on dit 0,4, c'est à peu près 40%. Et pour se fixer les idées, la masse du Soleil, c'est 2 10 puissance 30 kg. Donc 2000 milliards, 2 milliards de tonnes. Très bien. Donc effectivement, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant d'avoir la masse du Soleil confinée dans un astre aussi petit, parce que pour donner un ordre d'idée, le diamètre du Soleil est 100 fois plus grand que celui de la Terre, autant pour moi. Donc c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant qui permet du coup tous ces phénomènes quantiques qu'on a pu évoquer. Et pour rester dans le thème du Soleil, est-ce que vous pourriez nous dire quand est-ce que le Soleil va devenir une naine blanche ? D'ici, en gros, 5 milliards d'années. En résumé, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et suite à... Du coup, on a une étoile qui grossit jusqu'à devenir une supergéante rouge, qui finit par se contracter sous l'effet de la gravité, créant une supernova. En fonction de sa masse, devient l'une des différentes possibilités de la mort d'une étoile, dont fait partie la naine blanche. Et après la naine blanche, il y a les naines noires, qui sont du coup l'après-naine blanche. Est-ce qu'on en a déjà observé ? Comment est-ce qu'on les connaît ? Est-ce qu'on a déjà pu... Alors, il y a plusieurs sortes de naines noires. Est-ce que on a les naines blanches qui se sont éteintes ? C'est de celle-là que vous parliez. Exactement. Alors, on ne les a pas observées, mais si elles sont noires, on peut difficilement les observer. A priori, l'univers est relativement jeune et les naines blanches, comme elles sont toutes petites, elles mettent très longtemps à évacuer leur énergie. Donc, en fait, je suis pas très spécialiste dans ce domaine. Je ne peux pas vous répondre avec certitude. En résumé, pour les plus âgés d'entre nous, sachez que non, vous n'êtes pas âgés, vous êtes bien jeunes. L'univers lui-même l'est, avec 13,7 milliards d'années. Et nous approchons de la fin de ce podcast, de cet épisode. La dernière question, comme à chaque fois. Du coup, monsieur, si vous pourriez donner un nom à cet épisode, quel nom serait-il ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que des couples de naines blanches entrent parfois en collision et produisent autant de lumière que 100 milliards d'étoiles, qu'on appelle les supernovas 1A, qui permettent de cadastrer l'univers. Parce que quand vous connaissez la lumière émise par un astre, vous savez à quelle distance il est. Plus la lumière est faible, plus il est loin. Cadastrer, on pourrait dire cartographier. Oui. Et avec ces supernovas 1A, ces supernovas, là, on a regardé comment se comportait l'expansion de l'univers au cours du temps. Alors, au cours du temps dans l'univers, c'est facile. Si vous voulez regarder dans le passé, vous regardez loin. Le temps que la lumière arrive, vous arrive, vous voyez de la lumière qui a été mise dans le passé. Et on s'est aperçu que l'univers était en expansion accélérée et on a réalisé qu'on ignorait purement et simplement, jusqu'aux années 1998, on ignorait purement et simplement les 3/4 de l'énergie de l'univers. Parce que pour accélérer 100 milliards de galaxies qui comportent chacune 100 milliards d'étoiles, je mets des nombres ronds à dessein, il faut une énergie considérable. Voilà. Donc cette énergie, on sait qu'elle existe, mais on ne connaît rien d'autre sur elle. On l'a appelée l'énergie sombre ou l'énergie noire, enfin la dark energy. Et donc, si je devais donner un titre, eh bien, je suggérerais de dire de la naine blanche à l'énergie noire. Et sur ce, le mot de la fin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à Louis-Pierre Seyss d'avoir participé à ce podcast. Merci de m'avoir invité. Et tout ça pour vous dire, n'oubliez pas, rejoignez-nous et merci de nous avoir écoutés.